bonjour à tous et rebonjour. Alors, on parle aujourd'hui de deux grands philosophes suisses, au moins suisses à l'origine. Il n'y a pas beaucoup de philosophes suisses, donc il faut se jeter dessus avec envie quand on en trouve quelques-uns. Les deux sont nés en Suisse. Ils sont devenus, ou ils ont été exilés en France ensuite, donc il y a toujours un combat entre la Suisse et la France pour dire ils sont à nous, ils sont à nous. On va dire qu'ils sont suisses aujourd'hui, parce qu'ils sont en tout cas d'origine suisse et ils ont passé l'un et l'autre une partie significative de leur vie en Suisse. C'est d'une part Benjamin Constant et de l'autre part Jean-Jacques Rousseau. Vous avez certainement déjà entendu parler de Jean-Jacques Rousseau. Benjamin Constant, j'imagine peut-être aussi, mais il est un peu moins célèbre. Attendez, ça, c'est pas bon ce qui m'arrive là. Je vérifie juste que je suis bien en train d'enregistrer. Oui, c'est bon. Il est un peu moins célèbre, mais il a émis un certain nombre de critiques à la philosophie politique de Jean-Jacques Rousseau qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui. Et évidemment, pour faire ça, on va commencer par Jean-Jacques Rousseau. Le plan est très simple, Jean-Jacques Rousseau et ensuite les critiques de Benjamin Constant. Alors, quelques commentaires généraux pour présenter, pour commencer, Jean-Jacques Rousseau, sa personnalité et les choses les plus marquantes. Donc, il est né à Genève, il passe la plupart de sa vie en exil, mais il reste marqué par les institutions républicaines de sa Genève natale. De manière générale, Rousseau, et vous le savez certainement, il a une attitude d'hostilité vis-à-vis de la société. Et au contraire, il valorise énormément la nature et les sentiments, ce qui fait qu'on le considère comme un précurseur du romantisme. Vous allez voir que sur ce point, il est totalement opposé, Constant est totalement opposé à Rousseau. Donc on attribue souvent à Rousseau le mythe du bon sauvage. Vous voyez ce que c'est que le mythe du bon sauvage? C'est l'idée que avant la société, on vivait tous avec, nous pas malheureusement pour nous, mais les sauvages vivaient très heureusement, de manière très heureuse, ils pouvaient juste cueillir les fruits sur les arbres, il n'y avait aucune violence, tout allait bien, et puis la société a corrompu les individus. C'est un peu une caricature d'attribuer ça à Rousseau, c'est en tout cas une erreur de lui attribuer cette expression, le mythe du bon sauvage, mais en tout cas, ça correspond à une ligne forte dans son approche des phénomènes sociaux, qui est de considérer que la société a corrompu les individus, et on va voir pourquoi plus en détail. Alors tout ça, ça donne des accents romantiques ou pré-romantiques à son œuvre, qui se reflètent dans son style. C'est quelqu'un qui écrit très bien, qui est très éloquent, qui décrit ses sentiments avec une grande acuité et une grande sincérité, et tout ça, ça rompt complètement avec le style de l'époque, qui était beaucoup plus fondé sur quelque chose, soit une littérature moins subjective, plus pudique, soit des écrits beaucoup plus rationnels. Il est très opposé, c'est l'un des premiers à l'être aussi fortement à l'esclavage. Il explique longuement pourquoi il faut mettre un terme à cette pratique. Et puis sur le côté plus négatif des choses, il aura une influence déterminante sur les meneurs de la Révolution française, et en particulier sur la Terreur, donc cette période de la Révolution, après la Révolution de 1789, entre 1791 et 1793, période très violente, où Robespierre joue un rôle central. Donc Robespierre est un grand lecteur et admirateur de Rousseau, et puis il y a notamment un disciple de Rousseau, l'abbé Gabriel Bonnet de Mably, qui radicalise sa doctrine et qui va en faire quelque chose de très proche d'une forme de tyrannie. En tout cas, c'est l'objection. Que fera Constant à Rousseau? De manière générale, Constant aime bien Rousseau. Il n'y a pas de mépris ni pour la personne ni pour l'œuvre, mais il pense que malgré lui, Rousseau a posé les jalons d'une tyrannie qui s'est exemplifiée dans précisément cette période de la Terreur. Donc Constant régulièrement prendra pour cible Rousseau, Mably, donc le disciple de Rousseau, et les Jacobins, dont Robespierre. Cette idée que Rousseau a une influence très importante sur cette période qu'on reconnaît en général comme sombre de l'histoire de France, même s'il y a beaucoup de débats sur de quoi il retourne exactement, elle est bien exprimée par ce livre qui a été très influent d'Hippolyte Taine, un historien, philosophe français, qui décrit ce qui se passe au moment de la Terreur en France. Et voici ce qu'il dit: ce qu'on répète dans les rues, c'est la doctrine de Rousseau.
Le discours sur l'inégalité, le contrat social amplifié, ça c'est Mably. Vulgarisé et répété par les disciples sur tous les tons et sous toutes les formes. Plusieurs millions de sauvages sont lancés par quelques milliers de parleurs, et la politique a pour interprète et ministre l'attroupement de la rue. Donc, la foule, la masse est encouragée par les discours de Rousseau. On essaiera de comprendre pourquoi. D'une part, la force brutale se met au service du dogme radical. D'autre part, le dogme radical se met au service de la force brutale. Et voilà, dans la France dissoute, les seuls pouvoirs debout sur les débris du reste. Okay. Donc, tout ce qui reste, c'est le pouvoir de la masse, de ceux qui veulent couper des têtes. Donc là, c'est une critique très acerbe de Rousseau. Taine, c'était un philosophe plutôt conservateur, relativement proche de Burke, qui avait une vision dans l'ensemble négative de la Révolution française, et il attribue en grande partie cette responsabilité à Rousseau. Alors, le personnage maintenant. Donc ça, c'est juste pour vous situer les grandes, un peu les choses qu'il faut savoir de manière générale sur Rousseau avant de rentrer plus avant. Alors, quelques éléments de sa biographie qui est importante dans le cas de Rousseau, parce qu'elle a certainement une influence sur son œuvre. Donc, il est né à Genève, il meurt en France, en Picardie, dans le nord de la France. Il commence par être genevois, et puis il est français. Il prend la nationalité française. Sa mère meurt alors qu'il est tout jeune. Il est élevé par son père et non par sa mère, évidemment, pardon pour la coquille. Et puis, il va avoir une vie d'exil. Il change énormément de lieux, et souvent sous la contrainte. Il habite Genève, Lyon, Turin, Lyon, Neuchâtel, Boudry, Chambéry, Venise, Paris, Yverdon, Moitié, en Angleterre, avec un seul T. À l'invitation de Hume, notamment, qui voudra l'aider, parce que Rousseau est accusé de tout un nombre de choses et sujet d'un certain nombre d'interdictions de ses écrits. Mais comme souvent, et ça c'est une constante dans la vie de Rousseau, il va se froisser avec Hume. Donc Hume l'invite, et puis Rousseau finit par penser que Hume fomente un complot contre lui. Et ça, c'est un trait de la personnalité de Rousseau qui devient de plus en plus saillant à mesure qu'il vieillit. Il développe un sentiment de persécution, donc il pense que le monde entier lui en veut. Pas toujours à tort, parce qu'il a été effectivement l'objet d'un certain nombre de condamnations, mais il termine à la limite de la paranoïa. Il a 5 enfants qu'il place à l'assistance publique, ce qui lui vaudra les railleries de Voltaire. Au moment où il écrira l'Émile, un traité sur l'éducation, Voltaire dira « Ne parle pas d'éducation si tu places tes enfants à l'assistance publique ». En 1740, il se rapproche des grands encyclopédistes français, des penseurs des Lumières, Condillac, d'Alembert, Diderot, qui lui proposent d'écrire des articles sur la musique, parce que Rousseau il aime beaucoup la musique, compose un petit peu, et à l'époque, il est proche de ces Lumières françaises. Et puis, il va se brouiller avec eux, pour des raisons que vous avez peut-être pressenties déjà, c'est que si vous êtes un penseur des Lumières, vous êtes marqué par un certain optimisme sur le devenir de la société moderne. Vous vous dites, on est à une période, un tournant de l'histoire de l'humanité, là on est en train de gagner en liberté, les choses se développent, les progrès des techniques, progrès des sciences, progrès de l'économie, et ce n'est pas du tout le constat que fait Rousseau. Lui, il pense qu'on est dans une période extrêmement sombre, il ne partage pas du tout l'optimisme des Lumières, il va écrire contre le progrès technique, et ça va faire que les uns et les autres se brouillent, en particulier Diderot, avec qui il était ami, qui va finalement rompre avec Rousseau en disant on partage trop peu de choses, en particulier moi je crois au progrès, et toi manifestement tu n'y crois plus. Donc deuxième brouille avec Condillac, d'Alembert, Diderot. Hume pour commencer, mais il ne s'arrête pas là, il se brouille maintenant avec un grand compositeur français, Rameau, de musique cette fois. Je vous mentionne ça, donc je n'en parlerai pas plus avant, et c'est une controverse intéressante qui se déroule en 1752, qu'on appelle la querelle des bouffons ou la guerre des poings. Vous avez d'un côté ceux qui, derrière Rameau, défendent la musique française, et puis de l'autre côté, donc Rameau, lui avant lui et d'autres, et puis vous avez de l'autre côté les gens qui vont se rallier à Rousseau pour défendre la musique italienne, et en particulier le nouveau genre de l'opéra que Rousseau affectionne. Et évidemment, ça va lui valoir un certain nombre d'adversaires ici, tout un tas de pamphlets, et puis la querelle s'éteint doucement. Et puis, ça va être la chose principale dont on va parler, mais Rousseau écrit le contrat social, avec un certain nombre d'autres de ces traités. Ce sont des écrits qui vont être condamnés à Genève, à Berne et à Paris, pour des raisons principalement religieuses, parce que Rousseau, et vous pouvez vous en douter,
à l'aune de son caractère romantique et centré sur les sentiments, est très hostile. C'est pas quelqu'un qui est opposé à la religion, mais il défend ce qu'on appelle la religion naturelle. Donc il pense que la religion, ça a à faire avec l'intimité des sentiments. J'arrive tout de suite, Arnaud, et il est très opposé au fait que la religion soit une affaire d'institution, d'ordre, de pratique qui soit légiférée par un certain nombre d'autorités. Et juste le PowerPoint, c'est écrit sa Nerner alors qu'il y a 9 jours et élevé par sa mère. Mais je l'ai dit, j'ai dit que j'avais fait une erreur ridicule, mais voilà, c'est bien. Merci d'en remettre une couche, c'est gentil. Donc c'est son père qui l'élève. Bien, alors un épisode célèbre dont vous avez peut-être entendu parler, je ne pouvais pas ne pas en parler où on est, c'est l'épisode de Motier. Donc, suite à la publication de son contrat social, il doit quitter Genève, il va se réfugier. Donc je vous ai dit, oui, j'étais en train de vous dire, c'est des raisons religieuses qui prévalent à l'interdiction de ses écrits et au fait qu'il y a une hostilité à son encontre, mais ce sont aussi des religions politiques. Comme on va voir, Rousseau défend des institutions politiques très différentes de celles qui sont en cours. En particulier, il défend une forme de démocratie directe très forte, et ça lui vaut aussi l'hostilité d'un certain nombre de villes et de pays. Donc il doit quitter Genève, il va se réfugier à Yverdon, mais là c'est les autorités bernoises qui interdisent ses écrits et qui le pourchassent, et donc il va se réfugier à Motier en 1764, où il bénéficie de la protection du roi de Prusse. Alors jusqu'ici tout va bien, sauf que un de ses ennemis viscéraux, Voltaire, c'est le moment que choisit Voltaire pour rendre public le fait que Rousseau a mis tous ses enfants à l'assistance publique. Donc Rousseau, qui avait été accueilli les bras ouverts par le pasteur de Motier, se retrouve soudain dans une situation très hostile. Le pasteur qui l'avait accueilli l'excommunie, la population de Motier réalise ou pense réaliser que c'est un horrible personnage. Le chasse de Motier, en tout cas, devient très hostile à Rousseau, qui part s'installer tout près d'ici aussi, mais par là. Ouais, je ne me trompais pas. Je me trompe dans ces salles, sur l'île Saint-Pierre, sur le lac de Bienne, qui était vraiment une île à l'époque, qui n'est pas une presqu'île. Donc voilà, ça c'est ce qu'on sait. Alors, les historiens savent peut-être un peu plus, mais vous savez peut-être, si vous avez ouvert les confessions, que Rousseau décrit sa fuite de Motier comme ayant été victime d'une lapidation. Grand débat, je ne sais pas si c'est un grand débat, mais est-ce que Rousseau a vraiment été lapidé par des personnes à Motier? On sait qu'à cette époque, il a déjà un complexe de persécution qui confine à la paranoïa. Beaucoup disent qu'il a dû beaucoup exagérer. C'est vrai qu'on ne l'aimait pas beaucoup à Motier, mais lapider, c'est sans doute une exagération. Donc voilà, ça c'est l'épisode de Motier. Donc vous voyez qu'il a tourné dans le coin, tout autour de nous. Bien. Question là-dessus, je pense qu'il n'y a pas de difficulté particulière. Ça, c'était la Gazette des philosophes. Maintenant, on passe un petit peu plus à la philosophie. Principaux écrits de Rousseau. Deux grands types d'écrits. Je n'ai pas mentionné ici le fait qu'il s'est aussi intéressé à la botanique. Donc, il a aussi quelques écrits scientifiques dans ce domaine. Il y a eu des projets de recherche dans cette faculté, notamment par Nathalie Villemin sur ces sujets. Mais ces deux grands principaux écrits sont des écrits littéraires. Julie la Nouvelle Héloïse, les Confessions, dont je vous ai parlé brièvement maintenant, les rêveries du promeneur solitaire, encore une fois des écrits pré-romantiques où il décrit ses sentiments intimes. Et puis on a des écrits philosophiques. Il n'a jamais suivi de cours de philosophie. C'est un autodidacte, mais quelqu'un de très curieux, qui lit beaucoup. Et ses principaux écrits concernent la philosophie, comment on peut dire, pas que la philosophie politique, mais la philosophie sociale et politique. Premier écrit, c'est ce qui le fait venir à la philosophie, c'est qu'il se promène un jour et il voit que l'Académie de Dijon propose un concours. À l'époque, on faisait des concours, on devrait peut-être refaire ça, c'est bien. Il disait, vous nous envoyez vos essais sur un thème, et le thème du concours, c'est si le rétablissement des sciences et des arts a contribué à épurer les mœurs. Rousseau se balade, il fait ça, concours dans le journal, et là, il écrit lui-même, j'ai eu un choc, je me suis dit, ce jour-là, ça a changé ma vie, il faut que j'écrive quelque chose en réponse à ce concours. Alors il écrit un texte en réponse à ce concours, à savoir le discours sur les sciences et les arts. Il le soumet et il remporte le concours. Ce qui lui vaut beaucoup de célébrité, mais ce qui lui vaut aussi de s'éloigner, comme je vous disais, de son ami de Diderot. Pourquoi? Parce que précisément ce que dit Rousseau dans ce texte, en deux mots, c'est que les sciences et les arts ont contribué à
la dégradation de l'humanité, de la moralité et de la vertu. On pensait que les sciences allaient dans le bon sens, ça c'est ce que pensait Diderot, l'encyclopédiste et beaucoup d'autres, et Rousseau dit en fait non, avec tout ça on a contribué à dégrader la moralité et la vertu des êtres humains. Donc ça lui vaut déjà une première salve d'ennemis. Deuxième écrit philosophique important, le discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, qu'on appelle aussi parfois le second discours. Et c'est là où Rousseau introduit de la manière encore plus explicite une idée qui était en germe dans son discours sur les arts et les sciences, qui est que l'homme est naturellement bon et que l'injustice les inégalités ont été introduites par la société. Okay. Cette fois-ci, ça lui vaut l'inimitié de Voltaire, ça lui vaut d'achever d'avoir rompu avec Diderot, Condillac et d'Alembert. Donc cette fois-ci, il a décidément plus que des ennemis parmi les philosophes des Lumières, qui sont des philosophes d'inspiration clairement libérale. Et peut-être j'aurais dû commencer par vous dire ça, c'est que dans le débat qui est en train de se jouer entre Rousseau, d'une part, et Voltaire, Diderot, d'Alembert, Condillac, et Benjamin Constant, un peu plus tard, il n'y aura pas de débat entre Constant et Rousseau, parce qu'évidemment Constant arrive un peu après, mais c'est un débat qui préfigure les débats qu'on aura après, au XXe siècle, entre d'un côté les socialistes, dont vous vous souvenez, pour ceux qui suivent le cours de philosophie politique, on considère souvent que Rousseau c'est un des premiers penseurs, pas socialistes explicitement, mais qui va inspirer le socialisme, et puis les penseurs libéraux. D'accord ? Et là, c'est déjà quelque chose qui est en train de se jouer à cette période-là, entre l'optimisme libéral des penseurs des Lumières et la forme de pessimisme sur le commerce, les échanges, le progrès de l'humanité, soi-disant progrès de l'humanité, auquel Rousseau refuse de croire. Alors tout ça, ce sont deux principaux écrits négatifs de Rousseau, pessimiste en disant tout va mal, progrès des arts, ça va contre la moralité, état de notre société, décrépitude totale, injustice, inégalité partout. Mais Rousseau ne veut pas en rester là. Il dit il faut proposer maintenant une façon de sortir de là, et c'est ce qu'il va faire dans son contrat social, où il va proposer une façon positive pour le pouvoir de s'exercer. Et il va en particulier introduire la notion centrale de sa théorie philosophique politique positive, qui est la notion de volonté générale. Et il pense que grâce à cette volonté générale, on peut inverser le cours de la dégénérescence sociale. C'est-à-dire, ce que propose Rousseau, c'est pas de revenir à l'état de nature. Il ne pense pas qu'on puisse revenir à l'état de nature, pour un certain nombre de raisons qu'on va voir, mais il pense que maintenant, on a beau être dans une situation où, à cause de tout un tas de choses, le commerce, le progrès technique, l'augmentation de la population, etc., une situation qui est très injuste, minée par la domination des uns sur les autres, on peut sortir de là si on accepte sa théorie du contrat social. D'accord ? Donc il y a une force de proposition, ce n'est pas juste un penseur dépité. Et puis, la même année, il publie un livre, L'Émile ou de l'éducation, qui contient, mais il y a aussi une partie de cette critique-là, sa critique de la religion établie dans le chapitre 4, qui est célèbre, la profession de foi du vicaire savoyard, donc sa défense de ce qu'on appelle la religion naturelle. Et ça, c'est ce qui lui vaut l'hostilité d'un certain nombre d'institutions religieuses et civiles en premier lieu. Bien. Alors, nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la philosophie politique de Jean-Jacques. Je dis Jean-Jacques ici, je l'écris, on dit des fois en blaguant Emmanuel ou Gottlob, mais pour Jean-Jacques, on a le droit de le faire sans blaguer. Je sais pas pourquoi, je me suis posé la question en descendant les escaliers en arrivant. À ma connaissance, c'est le seul philosophe qu'on a le droit d'appeler par son prénom, et c'est très chic. Si vous dites Jean-Jacques, c'est très bien. Donc voilà, on fait la philosophie politique de Jean-Jacques aujourd'hui. Alors, la première chose, donc vous avez compris qu'il y a deux aspects dans la philosophie politique de Rousseau. Il y a d'une part le fait de montrer que la société, telle qu'on la connaît aujourd'hui, a corrompu l'humanité, et il y a ensuite la partie positive. Comment on sort de là ? Alors on commence par la partie négative, le constat négatif. Comment se fait-il que Rousseau considère que la société court aujourd'hui à sa perte ? Est-ce que vous avez quelques idées pour ceux qui ont lu Rousseau,
quelques idées de pourquoi est-ce que Rousseau considère qu'on est arrivé à un état complètement socialement corrompu? Non. Alors, comme je vous l'ai dit déjà, et ça je pense que vous le saviez, pour Rousseau, une des choses constantes dans son œuvre politique, c'est qu'à l'état de nature, on est bon. Les hommes sont bons par nature, et c'est la société qui va les corrompre. Vous voyez que dans ce sens-là, il y a plusieurs questions sur quels sont les rapports de Rousseau à Hobbes, et quels sont les rapports de Rousseau à Locke, deux autres grands philosophes politiques contemporains. Pour Hobbes, on n'est pas bon à l'état de nature. Hobbes dit l'homme est un loup pour l'homme. D'accord ? Pour Rousseau, l'homme à l'état de nature, il est bon. Okay ? C'est la société qui va le corrompre. Alors pourquoi est-ce que Rousseau dit ça ? La réponse se trouve dans son discours sur les fondements, l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes. Pardon, je n'ai pas mis le titre complet. Et l'histoire de Rousseau, que propose Rousseau, elle est intéressante parce qu'il met le doigt sur un mécanisme psychologique qui va ensuite susciter beaucoup d'intérêt philosophique et psychologique. Donc qu'est-ce qui se passe? Concrètement, quand les hommes sont à l'état de nature, ils sont naturellement doués de ce que Rousseau appelle l'amour d'eux-mêmes. L'amour d'eux-mêmes, l'amour de soi, c'est pas une forme d'orgueil, de narcissisme, c'est juste le souci de sa préservation. Donc quand on est à l'état de nature, on va avoir de quoi manger, on va avoir de quoi survivre. Ça, c'est l'amour de nous-mêmes. Et puis on a une autre capacité fondamentale qui est ce que Rousseau appelle la pitié, le souci des autres, la compassion. Et ça, c'est au cœur de la morale rousseauiste. La pitié, le fait qu'on puisse comprendre la souffrance d'autrui, qu'on puisse pas simplement la comprendre, mais la partager, ça fait partie des dispositions psychologiques humaines fondamentales. Alors, il y a un petit peu une question qui n'est pas inintéressante de savoir en quoi comment sont reliés ces deux traits de la psychologie humaine. Parfois, ils sont simplement conjoints, mais à certains endroits, Rousseau suggère que la pitié se développe sur la base de l'amour de soi-même. Donc, comme on s'aime soi-même et qu'on ressent la souffrance des autres, eh ben, on finit par aimer les autres aussi, parce que par extension de l'amour de soi-même. Ça, je vous l'ai dit déjà. Donc ça, c'est la première étape. On est tous bien dans la nature, on est bon fondamentalement. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a une augmentation de la population. Okay. Et ça crée une contrainte. On est de plus en plus, il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut vivre bien, où il y a suffisamment de quoi manger, où il ne fait pas trop froid. Donc les hommes se rapprochent. Et ça, pour Rousseau, ça va être le début de la chute. Donc ils se rapprochent pour vivre en communauté. Et là, ça va créer un problème tout à fait central, élémentaire pour Rousseau, c'est que vous allez rentrer dans une compétition pour trouver des partenaires sexuels. Et c'est intéressant que Rousseau dise ça parce que la compétition sexuelle, c'est quelque chose qui est une partie cruciale, qui deviendra une partie cruciale de la théorie évolutionnaire de Darwin par la suite, et aujourd'hui tout un tas de recherches en psychologie sociale notamment, qui expliquent différents traits de caractère, différences hommes-femmes notamment. Et bien Rousseau, c'est le premier qui met le doigt sur l'importance de cette compétition pour trouver des partenaires sexuels. Si vous êtes une communauté, dès qu'on se retrouve, ben on se retrouve en compétition pour dire « Ah, moi je vais essayer de plaire à Julie plus que toi ». Et ça induit pour Rousseau un nouveau souci psychologique, qui est le fait que les hommes, donc évidemment vous avez bien compris que Rousseau parle des hommes avec un grand H ici, donc les hommes et les femmes, que les hommes et les femmes vont se comparer les uns aux autres. Okay. Donc Lucas et moi, on va séduire Julie, puis je vais me dire, je suis quand même mieux que Lucas. Et puis Lucas, pareil, il va aussi le... Et cette disposition psychologique à se comparer, pour Rousseau, c'est ça le cœur de la ruine sociale. D'accord ? C'est là où on tue les bonnes dispositions de l'être humain. À partir de ce moment-là, ça devient un être d'envie, et ça devient un être qui développe non plus l'amour de lui-même, mais ce que Rousseau appelle l'amour propre. Okay. Deux choses distinctes. L'amour de soi-même, c'est juste le souci de sa conservation, mais l'amour propre, c'est cette forme d'orgueil social comparatif, où on n'arrête pas de se dire « je vais être meilleur que les autres ». Ça, pour Rousseau, c'est l'enfer. Et là, vous pouvez commencer, j'arrive tout de suite, Cyril, vous pouvez commencer à comprendre pourquoi Rousseau, contrairement aux Lumières de son époque qui aiment beaucoup le commerce
qui pense que ça va développer, ce que va dire Constant, que ça va développer les meilleures dispositions de l'être humain. Pour Rousseau, la compétition, ça nous rend petits, ça nous rend aigris, ça nous rend plein de ressentiments ou d'envie. Cyril. Vous avez encore répondu, je me demandais si pour lui la comparaison c'était la compétition. Oui. La mise en compétition. Mais si c'est le cas, je vois mal en quoi il peut défendre que l'homme à l'état de nature, en plus si on considère que c'est un animal comme les autres, est bon, parce que la compétition elle est intrinsèque à la condition d'un animal, la compétition sexuelle, la compétition pour la nourriture. Alors, deux choses qu'il faut répondre. D'une part, Rousseau lui-même dit parfois l'état de nature, c'est pas forcément un état qui a existé. Alors, ça pose des problèmes parce que qu'est-ce qu'on veut dire exactement? C'est une fiction utile mais vous pouvez penser à ça de la manière suivante. Vous êtes tout seul sur une île déserte avec Julie. Il n'y a pas 1000 choses à faire pour la séduire. Vous n'avez pas 1000 rivaux autour, d'accord? Il n'y a pas besoin de se regarder dans le miroir. Mais si Lucas débarque, c'est là où il y a la compétition. Et ça, c'est ce qui se passe avec l'augmentation de la population humaine. Donc, quand les êtres, la démographie se développe, eh ben, vous avez des occasions de compétition supplémentaires, et ces occasions de compétition, ça va développer chez vous cette attitude comparative qui détruit les facultés morales de l'être humain. Vous voyez l'idée? Donc, autrement dit, vous avez très certainement raison qu'il y a de la compétition partout dans la nature, d'accord? Mais l'état de nature de Rousseau, il y a quelque chose d'idéal. C'est un peu comme une fiction utile pour voir lui-même est assez ambivalent sur exactement le statut de cet état de nature. Chez Locke, c'est très clair que l'état de nature, ça a existé, qu'il y a eu un contrat, etc. Rousseau dit, bon, c'est pas la question importante, ce qui est important, c'est de voir comment le fait qu'il y ait beaucoup d'êtres humains qui doivent se rapprocher va générer cette disposition psychologique qui est l'amour-propre. Okay. Ça va J'avais l'impression d'avoir entendu quelque chose, des réactions. Bien, alors ça c'est le début, c'est le début de la fin. Et puis évidemment, toutes ces choses-là vont s'aggraver avec les institutions que les êtres humains vont développer une fois qu'ils se rapprochent. Ils vont introduire la propriété privée. Catastrophe, ça va en rajouter une couche parce qu'il va falloir maintenant, on va avoir une autre motif de comparaison. Non seulement Lucas et moi, pour séduire Julie, on va comparer nos muscles, mais on va comparer nos voitures. Donc c'est encore pire. L'interdépendance des êtres humains qui vient de l'économie, pour Rousseau, ça c'est un élément supplémentaire de drame, parce que dorénavant les êtres humains, et ça là-dessus il a une forme de fatalisme, les êtres humains peuvent pas faire, et c'est pour ça qu'on ne peut pas revenir en arrière, les êtres humains ne peuvent pas faire autrement que diviser le travail, collaborer. On a le développement de l'agriculture, de la métallurgie, ça rend cette indépendance entre les êtres humains encore plus forte, mais évidemment ça accroît leur amour-propre, ça accroît également les inégalités, dans l'optique de Rousseau, et tout ça conduit donc à une société inégale que Rousseau qualifie de bourgeoise. Et c'est un des tout premiers à utiliser ce terme dans ce sens, de dire on a une société bourgeoise, injuste, qui va évidemment avoir la postérité qu'on sait, notamment chez les socialistes et chez Marx, mais c'est la première fois, ou presque, c'est le premier en tout cas, à populariser cet usage de bourgeois comme dans le sens péjoratif d'une société inégale, injuste, au profit de quelques-uns qui possèdent beaucoup plus que les autres. Bien, ça c'est le constat. Oui, Mélina. J'ai une question quand c'est noté et assez éloigné de sa véritable personnalité. Personnalité ici, j'ai l'impression que du coup la personnalité dépend justement de cet amour propre. Du coup, c'est quoi la véritable personnalité? Non, alors l'amour propre, ça vous éloigne de votre propre personnalité. D'accord? Votre vraie personnalité, alors il est très romantique Rousseau, donc c'est ce que vous êtes naturellement. D'accord? Donc vous partagez des traits avec tout le monde qui sont souci de préservation de vous et la pitié, donc ça c'est pas votre personnalité, on l'a tous au départ, en tout cas dans la fiction d'état de nature, et puis après on a des traits de caractère, des sentiments que Rousseau décrit dans ses œuvres littéraires. Ça c'est notre vraie personnalité. Mais ce qui se développe avec les sociétés, c'est l'amour propre. Okay. Donc supposez que vous naissiez avec une vocation pour faire de la musique, avec tel trait de caractère, avoir de l'humour et une certaine forme de timidité, l'amour propre, ça risque de balayer tout ça ou de le mettre en sourdine, d'accord? Parce que l'amour propre, ça va vous faire entrer en compétition avec les autres, vous allez essayer d'être mieux pour avoir des partenaires sexuels, et donc ça lisse un peu cette grande diversité des individualités. Mais du coup, pourtant, notre véritable personnalité, elle apparaît quand même qu'on ait certains traits plus comme ci, comme ça, ils apparaissent parce qu'il y a des...
je sais pas, on a des propriétés privées ou bien parce qu'on a... Enfin, j'ai l'impression que ça dépend un peu comme de l'amour propre, quoi. Alors, ça, c'est un bon point dont je ne vais pas parler, mais il y a une discussion importante de savoir est-ce que Rousseau pousse pas l'individualisme? Il a une forme d'individualisme, enfin, il faut dire ça entre guillemets, parce qu'il a aussi une forme de collectivisme qu'on va voir dans un instant, mais il dit souvent les individus doivent se décider par eux-mêmes. Quand on doit voter comme citoyen, on verra par suite, on doit le faire dans notre coin. Il ne faut pas discuter avec Cyril, il ne faut pas aller discuter avec Jessica. Tout seul, vous réfléchissez, et Donc il y a cette forme d'individualisme-là, et c'est une forme de romantisme qui n'est pas sociale, justement. On est ce qu'on est indépendamment. Donc si vous avez l'intuition que pour former vos convictions, vous avez besoin de discuter. Si vous avez aussi l'intuition que pour former votre caractère, ça dépend aussi du contexte, avec qui on est, avec les rencontres qu'on fait. Ça, c'est quelque chose qui est très étranger à Rousseau. Hein. Pour lui, il y a une forme de germe individuel de la personnalité, de la réflexion qui est nichée dans cet idéal de l'état de nature qui est peu social. Hein. Et du coup, selon Rousseau, dès qu'on a certains traits de personnalité qui sont une certaine nuance. Je pense qu'il dirait ça. Alors, je n'ai pas en tête, maintenant que vous me posez la question de passage là-dessus, mais c'est clairement la conséquence logique de ce qu'il veut dire en disant que c'est la société qui corrompt à la fois les rapports entre les êtres humains, mais la personnalité elle-même des êtres humains. Donc, il y a cette idée qu'on devrait pouvoir se développer indépendamment des autres, faire développer nos capacités qui nous viennent de manière innée. Avec je suis un peu prudent là-dessus parce que je vous réponds plus par inférence que par connaissance précise d'un passage où il dit ces choses-là. Bien. Voici ce que dit donc Rousseau là, sur cette question de l'amour-propre. Il ne faut pas confondre l'amour-propre et l'amour de soi-même, des passions très différentes par leur nature et par leurs effets. L'amour de soi-même est un sentiment naturel qui porte tout animal à veiller à sa propre conservation et qui, dirigé dans l'homme par la raison et modifié par la pitié, produit l'humanité et la vertu. L'amour-propre n'est qu'un sentiment relatif, factice et né dans la société, qui porte chaque individu à faire plus de cas de soi que de tout autre, qui inspire aux hommes tous les maux qu'ils se font mutuellement et qui est la véritable source de l'honneur. L'honneur, pour Rousseau, c'est un vice, pas suprême, mais c'est un vice, d'accord? Vous vous comparez. Je vous ai dit tout à l'heure, cette notion de comparaison sociale, elle va avoir une postérité importante. Vous voyez qui c'est qui s'est intéressé à la comparaison psychologique après Rousseau, à l'idée quand on se compare aux autres, on développe un certain nombre de traits psychologiques négatifs. Non. Le philosophe qui a mis ça sans doute le plus clairement en avant, c'est Scheler, dans son analyse du ressentiment, qui reprend sur Nietzsche en disant une des sources fondamentales du ressentiment, c'est quand on se compare aux autres. D'accord ? Vous vous comparez aux autres, vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas être aussi... Lucas se rend compte qu'il ne peut pas être aussi musclé que moi, il est très très déçu, et du coup il développe un ressentiment. Il se dit, Olivier Massin, quel infernal personnage, il m'aime pas juste parce qu'au départ il n'arrive pas à faire si bien. D'accord ? Ça c'est en 2 coups de cuillère à peau une partie de l'analyse schellerienne inspirée de Nietzsche du ressentiment, et ce qu'ajoute très clairement Scheler à Nietzsche, c'est cet élément rousseauiste de dire la comparaison entre les êtres humains, quand vous êtes en train de vous comparer aux autres, vous développez des traits psychologiques négatifs, donc il rejoint Rousseau sur ce point. Alors, il y a une chose peut-être que j'aurais dû dire, c'est ce qu'il y a dans cette citation en réponse à votre question précédente, Cyril, sur à l'état de nature, est-ce qu'on n'est pas aussi en compétition ? C'est que pour Rousseau, à l'état de nature, il peut arriver qu'on fasse des choses violentes. Je peux aller vous piquer vos pommes à l'état de nature. Et je peux même vous taper. Mais, dit Rousseau, c'est une forme de violence à l'état de nature qui, pour négative qu'elle soit, n'est pas moralement biaisée, n'est pas une forme d'offense. Pourquoi ? Parce que quand je fais ça, c'est pas mu par l'envie, c'est pas mu par la comparaison, c'est juste mu par la faim. Je vais vous prendre ce que je veux, ce que vous avez et que je voudrais avoir. Voici comment Rousseau dit ça. C'est le mépris ou l'intention de nuire et non le mal qui constitue l'offense. Des hommes qui ne savent ni s'apprécier ni se comparer peuvent se faire beaucoup de violences mutuelles quand il leur en revient quelque avantage sans jamais s'offenser réciproquement. Okay, donc si Cyril et moi on est sur une île,
on ne se compare pas et on n'arrête pas de se taper dessus, il n'y a pas d'offense. Il y a de la violence, mais il n'y a pas d'offense. Et voici comment Rousseau précise ça encore. En un mot, chaque homme ne voyant guère ses semblables que comme il verrait des animaux d'une autre espèce, peut ravir la proie au plus faible ou céder la sienne au plus fort, sans envisager ces rapines comme des événements naturels. Sans envisager ces rapines que comme des événements naturels, sans le moindre mouvement d'insolence ou de dépit et sans autre passion que la douleur ou la joie d'un bon ou d'un mauvais succès. Donc, Cyril arrive, il me pique mes pommes, je me dis pas quel sale bonhomme, il m'a offensé. C'est juste comme un événement naturel, c'est juste comme une sécheresse ou n'importe quoi. Il y a des gens autour de moi qui me font violence. Parce qu'il n'y a pas cet élément de comparaison. D'accord ? Donc c'est vraiment la vie en société qui génère cette comparaison avec ce vice suprême qu'est l'amour-propre. Bien. Alors ça, c'est pour le constat très négatif de Rousseau. Et maintenant, ce qu'on veut, c'est comment est-ce qu'on sort de là. Et ça, c'est ce qu'il va proposer dans son ouvrage principal, le contrat social. Okay, donc ce qu'il nous a expliqué dans les deux premiers ouvrages, je répète, sombre constat de la société d'alors, dépravation morale qui est due au progrès pour le premier, et inégalités qui sont dues à un contrat social spécieux pour le second. Laissons tomber le contrat social spécieux, je ne vous en ai pas parlé. L'état social, dites-vous juste généralement. Donc, le constat de départ du contrat social maintenant, c'est de dire qu'est-ce qu'on fait ? On ne peut pas revenir à l'état de nature, on est trop nombreux maintenant, donc il nous faut une solution systématique, et ce qu'on veut, c'est développer les conditions d'un contrat social légitime. Si vous avez entendu parler du contrat social, vous avez forcément entendu parler de cette citation qui fait partie des tartes à la crème philosophiques. Je l'ai mise là, mais en général, c'est pas forcément recommandé de multiplier ces citations. C'est comme si vous dites à chaque fois on ne naît pas femme, on le devient. Le mythe de la caverne de Platon. Enfin, il y a des choses qui sont un peu trop connues pour qu'on les répète trop. Alors ça en fait partie. Je le fais quand même. Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Il commence son contrat social comme ça. L'homme est né libre et partout il est dans les fers. Tel se croit le maître des autres, qui ne laisse pas d'être plus esclave qu'eux. Comment ce changement s'est-il fait ? Je l'ignore. Qu'est-ce qui peut le rendre légitime ? Je crois pouvoir résoudre cette question. Donc ce passage, on finit par plus le lire à force de l'entendre répéter, mais vous voyez, ce qu'il dit au départ, c'est juste la synthèse de son discours sur l'inégalité parmi les hommes. D'accord ? L'homme est né libre, on était bon au départ, et maintenant on est devenu esclave des relations sociales. Qu'est-ce que je veux faire dans ce travail ? C'est comment on peut sortir de cet état, comment est-ce qu'on peut sortir de cet état de fait. Donc, le problème du contrat social, c'est le suivant pour Rousseau. C'est de réconcilier la liberté de l'individu avec l'autorité de l'État. Quand vous parlez comme ça, vous parlez au cœur du libéral que sera Benjamin Constant. Il y a l'État qui a du pouvoir, puis il y a l'individu qui a une liberté. Donc les libéraux, quand ils lisent ça sous la plume de Rousseau, se disent « Ah, enfin quelqu'un qui s'adresse à cette question-là ». Évidemment, si vous êtes un despote, un tyran, un partisan de la monarchie absolue, comme l'était Filmer que critique Locke, la liberté de l'individu, vous n'en avez rien à faire. D'accord ? Mais Rousseau, il part de cette idée qu'on veut sauver la liberté de l'individu. Donc son problème, c'est fondamentalement un problème qui parle au cœur libéraux des personnes de son époque qui veulent restaurer l'autorité, ou en tout cas préserver les individus de l'intrusion de l'autorité de l'État. Et Rousseau part du paradoxe suivant, il dit on veut concilier les deux, puis la vraie difficulté, c'est qu'il semble, a priori, plus l'individu est libre, moins l'État a d'autorité, et plus l'État a d'autorité, moins l'individu est libre. Pourquoi est-ce que Rousseau pense en ces termes de vase communicant ? Parce qu'il parle en termes de force, lui, il dit qu'est-ce que l'État peut avoir comme force ? Il peut juste avoir la force que lui donnent les individus. Donc si l'État a de la force, c'est parce qu'on lui a donné un peu de nos forces, et puis si on ne lui donne pas de nos forces, il n'en a pas du tout. Si on lui donne toutes les forces, c'est nous qui n'en avons plus. Donc, jeu de vase communicant, a priori, on ne peut pas concilier ces deux choses, et il faut transiger, dire il faut limiter l'autorité de l'État. Ça, ce sera la réponse, en 3 grands coups de cuillère à peau, ce sera la réponse des libéraux et de Benjamin Constant en particulier, de dire pour que l'État ait une autorité, il faut effectivement que les individus se soumettent d'une certaine manière, consentent à l'État, mais il faut aussi limiter le lieu de l'autorité de l'État.
D'accord ? Donc il faut partager cette autorité entre la liberté des individus et la liberté de l'État. D'accord ? Là, je parle de ça en termes abstraits, mais vous pensez juste à des choses toutes bêtes. Est-ce que vous avez le droit de repeindre la façade de votre maison comme vous voulez ? Vous voyez bien que si vous avez le droit de le faire, l'État n'a pas le droit de vous empêcher de le faire. Puis si l'État a le droit de vous dire, non, on ne met pas du rose fluo à Neuchâtel, c'est que vous avez une petite liberté en moins. On vous interdit maintenant de faire exactement ce que vous voulez. Et donc, dans la réponse libérale standard à ce paradoxe, il y a l'idée, on va répartir ce qui est permis de manière à préserver une sphère pour les individus qui soit quand même à l'abri de l'État, mais permettre à l'État de faire un certain nombre de choses. Les libéraux vont dire le moins possible, mais en tout cas, dans tous les, enfin, à différents degrés, selon les types de libéralisme. Mais ça, c'est en gros la réponse standard, latente, la manière dont on conçoit le problème à l'époque. Voilà, donc à première vue, plus l'État est puissant, moins les individus sont libres, plus il leur confisque des forces. Okay. Alors, voici comment Rousseau présente le projet de son contrat social, et il met le doigt déjà sur la proposition en filigrane qu'il va développer. Or, comme les hommes ne peuvent engendrer de nouvelles forces, mais seulement unir et diriger celles qui existent, ils, au pluriel, n'ont plus d'autres moyens pour se conserver que de former par agrégation une somme de forces qui puisse l'emporter sur la résistance, de les mettre en jeu par un seul mobile et de les faire agir de concert. Donc, pour être ensemble, il faut mettre nos forces dans le même sens. Cette somme de forces ne peut naître que du concours de plusieurs. Mais la force et la liberté de chaque étant les premiers instruments de sa conservation, comment les engagera-t-il sans se nuire et sans négliger les soins qu'il se doit ? Donc, si on se met tous ensemble pour pousser la voiture, ça veut dire que les forces qu'on met d'en faire avancer la voiture, on les a plus pour construire notre maison ou faire ce qu'on veut chez nous. Cette difficulté ramenée à mon sujet peut s'énoncer en ces termes. Phrase en gras ici, manière dont Rousseau présente le projet de son contrat social. Ce que je veux faire, c'est trouver une forme d'association qui défende et protège de toute la force commune la personne et les biens de chaque associé, et par laquelle chacun s'unissant à tous n'obéisse pourtant qu'à lui-même et reste aussi libre qu'auparavant. Par laquelle chacun s'unissant à tous n'obéisse pourtant qu'à lui-même et reste aussi libre qu'auparavant. Et là, vous voyez que le projet de Rousseau, il n'est plus du tout de partager les droits ou le pouvoir entre l'individu et les citoyens, il est beaucoup plus ambitieux. Ce que Rousseau veut dire, c'est je veux trouver une solution où l'État peut avoir du pouvoir, où nous on peut avoir du pouvoir, et où personne ne perd rien. Okay. C'est pas qu'on va partager, préserver les droits de l'individu, ou qu'on va en donner un peu à l'État, c'est pas comme si c'était une masse de pouvoir, de droits, de force à partager. Je veux une solution dans laquelle il y a un État, et nous on reste aussi libres qu'avant. Okay. Quelle est la solution à ça ? Eh bien, la solution à ça, pour Rousseau, c'est son concept central de volonté générale. Okay. Alors, en quoi consiste le contrat social qui va conduire à cette volonté générale ? Ça consiste, et à première vue, c'est comme si on renonçait à tout. Hein, je vous dis, dans le jeu des vases communicants, si vous donnez toute l'autorité à l'État, il ne vous reste plus rien. Ben, c'est ce qu'a l'air de dire Rousseau pour commencer. Qu'est-ce que c'est que le contrat social ? C'est l'aliénation totale de chaque associé avec tous ses droits à toute la communauté. Donc on donne tout à la communauté maintenant. On renonce à ce qu'on est, à nos droits, et dorénavant, il y a la communauté, la souveraineté populaire qui va pouvoir, la volonté générale, qui va pouvoir décider de tout. Petit point important ici, vous voyez que Rousseau dit, avec tous ses droits à toute la communauté, pour Rousseau, c'est l'interprétation la plus plausible et la plus commune, il n'y a pas de droit naturel, cependant. Ça laisse penser qu'on a des droits naturels et puis qu'on peut y renoncer à l'État. Vous vous souvenez, chez Locke, vous avez des droits naturels. On est avec des libertés, avec les droits de faire certaines choses, liberté de s'exprimer, d'aller et venir, et puis on renonce à une partie de ces libertés quand on entre sous l'État, on consent à l'autorité de l'État en renonçant à une partie de nos libertés. Pour Rousseau, il n'y a pas de droit naturel. Dans la nature, il n'y a pas de droit. Tout va bien dans un sens, mais les seuls droits qui existent sont introduits par la volonté générale. Par le seul, autrement dit, le seul droit qui existe, c'est du droit qu'on appelle positif. On constitue une communauté juridique et puis on introduit des nouveaux droits, en particulier la propriété. À l'état de nature, il n'y a pas de propriété. Tout ce qu'il y a, c'est de la possession. Donc qu'est-ce que c'est la possession ? C'est la possibilité d'utiliser une chose exclusivement. Donc c'est Cyril qui garde sa pomme dans sa poche comme ça, il possède la pomme. Mais ce n'est pas de la propriété parce que ce n'est pas garanti par un droit. D'accord ? Le droit n'arrive qu'avec la communauté politique.
Donc, comment on constitue la volonté générale? On n'a pas résolu le paradoxe. Pour l'instant, on a l'impression qu'on perd tout, qu'on gagne rien. D'accord? On donne tout ce qu'on est, tous nos droits, même si à strictement parler, ce n'est pas des droits, mais des proto-droits, à cette grande communauté. Le contrat social, c'est le contrat par lequel chacun de nous met en commun sa personne et toute sa puissance, mieux dit la puissance que les droits, pour la raison que je viens de vous expliquer, sous la suprême direction de la volonté générale. Qu'est-ce qu'on gagne? Ah, maintenant on commence à voir, et nous recevons encore chaque membre comme partie indivisible du tout. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous ensemble, on constitue maintenant un corps, et on va recevoir chaque autre individu comme partie de ce grand corps qu'on constitue. Alors on va essayer d'y voir un peu plus clair, en essayant de comprendre maintenant qu'est-ce qu'on gagne à cette histoire. Ce que l'homme perd par le contrat social, c'est sa liberté naturelle et un droit illimité à tout ce qui le tente et qu'il peut atteindre. Ok, on a compris ce qu'on pouvait perdre. Qu'est-ce qu'on gagne? C'est la liberté civile et la propriété de tout ce qu'il possède. Pour ne pas se tromper dans ces compensations, il faut bien distinguer la liberté naturelle, qui n'a pour borne que les forces de l'individu, de la liberté civile, qui est limitée par la volonté générale, et la possession qui n'est que l'effet de la force ou du droit du premier occupant, de la propriété qui ne peut être fondée que sur un titre positif. Donc, Cyril a l'état de nature, il a sa pomme dans sa poche, okay, ça c'est juste la possession, il peut la manger s'il veut, mais ce n'est pas protégé par le droit. Si je vais lui prendre, la seule chose qu'il peut me faire, c'est résister physiquement, mais il ne peut pas dire hey, c'est la mienne, tu n'as pas le droit. Ce que gagne Cyril à rentrer dans ce grand contrat social, c'est que dorénavant, sa pomme elle est protégée. Moi, j'ai plus le droit d'aller toucher la pomme de Cyril. Les autres, vous allez me dire, non, ça c'est la pomme de Cyril, il n'a pas le droit, donc il y a dorénavant une forme de solidarité qui protège la propriété privée de chacun. Ça, c'est le passage de la possession à la propriété, d'accord? Encore une fois, possession, c'est juste la possibilité d'utiliser une chose exclusivement, sans forcément avoir de droit dessus, mais si vous avez la propriété, vous avez des droits, et donc si ces droits sont renforcés, comme on dit, vous avez la possibilité de défendre ces droits. Bien, alors on voit un peu mieux ce qu'on gagne, mais on ne voit pas encore exactement en quoi est-ce qu'on est aussi libre avec ce contrat social que si on était dans l'état de nature. Et pourtant, c'est ce que veut dire Rousseau. Vous n'avez rien perdu du tout. Oui, Pierre. Je me demandais juste, comme Rousseau dit que la propriété corrompt la société, pourquoi du coup il la met dans son contrat social? Alors, la propriété telle qu'elle est développée dans les institutions avant son contrat social, ça corrompt. Okay, mais la propriété telle qu'il la développe dans ses institutions politiques idéales, là, il pense que c'est quelque chose de positif. Mais c'est une très bonne question parce que souvent, on s'appuie juste sur la première condamnation de Rousseau de la propriété privée, en disant « Ah, on voit bien que Rousseau, en fait, c'était quelqu'un foncièrement opposé à la propriété et à ce type d'institution ». Mais en réalité, il défend la propriété privée dans son contrat social. Et il y a souvent une position ambivalente sur Rousseau qui va justifier l'attitude assez prudente de Constant vis-à-vis de Rousseau, parce qu'il y a des éléments qui restent un peu libéraux chez Rousseau. Il reste la propriété privée. Comme je disais à Mélina précédemment, il reste une importance de l'individu. Donc ce n'est pas un collectiviste forcené. D'accord ? Il y a ces éléments de protection des individus qui restent, pour autant qu'on accepte ce cadre d'un contrat social qui est tout à fait particulier et trop exigeant, on va le voir pour Constant. Donc, pourquoi est-ce qu'on reste aussi libre ? Rousseau va distinguer la volonté générale de la volonté de tous. Et c'est grâce à la volonté générale et non pas à la volonté de tous qu'on va pouvoir concilier autorité et liberté. Qu'est-ce que c'est que la volonté de tous ? C'est la somme de chacune des volontés individuelles où chacun cherche son intérêt particulier. La volonté générale, c'est la volonté de tout le corps social. Okay, donc ce n'est pas ma volonté, ce n'est pas celle de Lucie, ce n'est pas celle de Daria, c'est notre volonté en commun, et cette volonté, elle vise notre intérêt commun. Et pas mon intérêt à moi. Et c'est cette volonté générale qui nous assure qu'on reste libre quand on rentre dans le corps social. Pourquoi ? Et là, on arrive enfin à la réponse. Il y a deux réponses au moins. La première que donne Rousseau, c'est que quand vous entrez dans ce contrat social, vous ne vous soumettez à personne en particulier, mais vous vous soumettez à tous. Okay.
Dorénavant, je suis le sujet, le citoyen qui obéit à tout le monde, et pas seulement à Lucas ou à Charlotte qui me donnent des ordres. Chacun se donnant à tous ne se donne à personne, et comme il n'y a pas un associé sur lequel on n'acquiert pas le même droit que l'on cède sur soi, on gagne l'équivalent de tout ce qu'on perd, et plus de force pour conserver ce qu'on a. Donc c'est le cas de chacun de nous, on se donne à tous, on se donne à la volonté générale. Et puis la deuxième raison congruente pour laquelle on ne perd pas de liberté, c'est que, mais c'est ça qui va beaucoup inquiéter Constant, c'est que la volonté générale, c'est notre volonté. Okay. C'est notre volonté intime, en un sens. Donc nous avons en nous cette volonté générale. Nous avons en nous, chacun de nous, ce souci pour le bien commun. Okay. Donc quand on obéit à la loi, on obéit à notre propre volonté. On a tous le souci du bien commun, on a aussi nos intérêts particuliers, mais on a le souci du bien commun. Et donc, on peut obéir à la volonté. Pour Rousseau, il n'y a pas de différence. Pardon, on peut être libre, parce que, comme dit Rousseau de manière célèbre, qui va beaucoup influencer Kant, quand on obéit à la volonté générale, quand on obéit au souverain, on obéit à soi-même. C'est nous, le peuple, qui sommes le souverain. Que Constant va trouver être une pirouette. Et on s'obéit à soi-même, Constant va dire non, on ne s'obéit pas à soi-même, on obéit à quelques-uns, mais pour Rousseau, on obéit à tout le monde. Il ne faut plus demander à qui il appartient de faire des lois, puisqu'elles sont des actes de la volonté générale, ni si le prince est au-dessus des lois, puisqu'il est membre de l'État, ni si la loi peut être injuste, puisque nul ne peut être injuste envers lui-même. Il ne peut pas y avoir de loi injuste. C'est nous qui faisons ensemble les lois, on ne peut pas être injuste envers nous-mêmes. Ni comment on est libre et soumis aux lois, puisqu'elles ne sont que des registres de notre volonté. Donc ces lois, ce n'est pas des contraintes, c'est nous qui les avons voulues. Okay. Vous imposez quelque chose, vous vous dites, 2024, je vais finir de lire toute la raison publique. En un sens, c'est votre responsabilité. Mais vous vous imposez cette résolution, ça ne veut pas dire que c'est facile de suivre vos résolutions, mais c'est vous qui vous les êtes données. Et bien, par analogie, c'est ce qu'on fait quand on est un peuple. On se donne un certain nombre de lois. Ce n'est pas forcément facile de les suivre. On peut se donner des lois pour le bien commun, puis des fois, ça va contre notre intérêt privé. Mais non, il n'empêche que si on suit ces lois, comme c'est nous qui nous les sommes données, on reste libre de le faire. De la même façon, quand vous vous forcez à lire la critique de la raison pure après votre résolution, la résolution que vous avez prise, vous ne pouvez pas blâmer quelqu'un pour dire « Ah, il est encore en train de me forcer à lire quelque chose ». Ça, c'est l'idée de Kant. Je finis par de Rousseau. Je mentionne quelques définitions qui vous permettent de bien voir ça et on fait une petite pause. Rousseau donne toute une série de définitions de choses qui sont en fait différentes manières de parler de la même chose et qui aident à bien comprendre pourquoi, quand on obéit à la volonté générale, on s'obéit à soi-même. Qu'est-ce que c'est qu'un corps politique ? C'est une personne publique formée par l'union de toutes les autres personnes à la suite du contrat social. Le corps politique, c'est on s'unit tous dans le contrat social, émerge une personne publique. Ça, c'est le corps politique. Qu'est-ce que c'est que l'État ? C'est le nom donné par les membres du corps politique à ce corps politique lui-même quand il est passif. On s'unit tous et on s'appelle nous-mêmes un État quand on est passif. Qu'est-ce que c'est que le souverain ? C'est le nom qu'on se donne à nous-mêmes unis en tant qu'on est actif. Nom donné par les membres du corps politique à ce corps en tant qu'on est actif. Donc, qu'est-ce que ça veut dire être actif en tant que souverain ? Ça veut dire proposer des lois, émettre des lois. Qu'est-ce que c'est que le peuple ? C'est le nom qui est donné collectivement aux associés. C'est nous tous. Qu'est-ce que c'est que les citoyens ? C'est le nom qui est donné en particulier à chaque associé. La citoyenne Lucie, la citoyenne Cléa, etc. Donc tous ces termes, si vous reprenez bien ces définitions, et là c'est des quasi-citations de Rousseau, vous vous rendez compte que c'est juste différentes manières de désigner la même chose. C'est comme l'étoile du soir et l'étoile du matin. D'accord ? On a une seule référence ici. Donc vous pouvez dire pour Rousseau, le corps politique, c'est la même chose que l'État, c'est la même chose que le souverain, c'est la même chose que le peuple, c'est la même chose que les citoyens. C'est juste différentes manières de désigner la même chose. Et ça vous aide à comprendre pourquoi, quand vous obéissez aux lois, vous obéissez à vous-même. Nous, les citoyens, on obéit aux lois, on a des devoirs envers le souverain, mais c'est qui le souverain ? C'est nous. Donc on a des devoirs envers nous-mêmes, mais c'est nous qui nous imposons nos propres devoirs. D'accord ? Donc, puisqu'on s'obéit à soi-même, on ne renonce pas à notre liberté. Okay ? Il y a une chose qu'il ne faut pas confondre, c'est les citoyens et les hommes. Okay ? Les hommes, c'est chacun d'entre nous, non pas en tant qu'on est soumis à la volonté générale, mais en tant qu'on est soumis à nos volontés particulières. Okay ?
ma volonté de m'acheter une jolie voiture, la volonté de Lucas d'en acheter une encore plus jolie pour plaire à Julie, etc. Ça, c'est nos volontés particulières. D'accord ? Et en tant que ça, on est des hommes. Mais, donc des individus. Mais en tant que citoyen, on ne veut que la volonté générale. Donc, remarquez bien l'usage de « en tant que » ici. Hein. En tant que citoyen, je veux ce qui est bon pour tous. En tant qu'homme, je veux ce qui est bon pour moi. Okay. Je suis libre en tant que citoyen. Okay. En tant que citoyen, pourquoi ? Parce que j'obéis à ce que nous voulons pour nous. Okay. Cyril. Donc, cette équivalence des définitions, est-ce qu'elle vaut pour le monde idéal politique de Rousseau qui serait fondé sur le contrat social, ou est-ce qu'elle est descriptive de notre société ? Non, non. Là, on est dans ce qu'il faut faire. Hein. Souvenez-vous, le contrat social, c'est ce que recommande Rousseau. Donc, il propose que ce soit comme ça qu'on organise nos solutions politiques. Ce n'est pas descriptif de nos sociétés. Nos sociétés, elles sont archi pourries pour Rousseau. Elles sont corrompues jusqu'à la moelle à cause du commerce, des inégalités, etc. Mais ça, c'est ce qu'il faut viser. Okay, si on a ces principes constitutionnels-là, avec une volonté générale qui gouverne les choses, on sera entièrement libre, en dépit du fait qu'il y ait un pouvoir politique qui soit infini. D'accord ? Le pouvoir politique, la souveraineté ici, elle est totale. On ne peut pas se tromper si on est en tant que peuple souverain. D'accord ? Parce que, par définition, ce qu'on fait, c'est bon. Rousseau dit clairement, le souverain ne peut pas émettre de mauvaises lois. Parce que le souverain, il est constitué de tout le monde. Donc, il n'y a pas d'erreur qu'on peut faire ici. Et puis, de la même façon, par définition, on ne peut pas être soumis par les lois ou victime d'une oppression parce que les lois, elles viennent de nous. Okay ? C'est une belle solution. En un sens, c'est malin. Si vous avez la fibre libérale, vous avez l'impression d'une entourloupe, parce que vous dites non, là, quelqu'un tout d'un coup qui me dit que je suis libre alors que ma volonté, un pouvoir qui peut faire tout ce qu'il veut, qui peut jamais se tromper et qui peut me contraindre, mais malgré moi, mais je serai quand même toujours libre, j'ai l'impression de m'être fait avoir dans l'histoire. Okay, ça va être en gros l'intuition initiale de Constant. Mais en tout cas, c'est la solution de Rousseau. Bien. Petite pause, on reprend à 20 pour présenter les critiques, brièvement finir Rousseau et présenter les critiques de Constant.